Congo. L'Union de patriotes congolais, force patriotique pour la libération du Congo, de Thomas Lubanga, mouvement lumumbiste progressiste de Franck Diongo et l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple de Corneille Nangaa vient d'être interdit de fonctionner sur toute l'étendue de la RDC. L'annonce a été faite par les vice-premiers ministres. Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Chakma Chabani, dans un télégramme consulté ce jeudi 15 mai 2025. C'est tout comme titre, les détails, c'est tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bonsoir. Nous ouvrons cette grande édition du journal avec cette nouvelle de la Chambre basse du Parlement où la question sur les prétendus détournements de fonds de 39 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani appelée Maison d'arrêt a fait l'objet du dépôt d'une question orale avec débat au ministre de la Justice, du Budget et des Finances. Suivez les députés nationaux Prince Willy Michiki. La question consiste à éclairer les lanternes de la représentation nationale sur un détournement des fonds de 39 800 000 dollars américains destinés à la construction d'une prison centrale à Kisangani, appelée Maison d'arrêt, que sans respect de la procédure légale, notamment le respect de la chaîne de dépenses, il y a aujourd'hui 19 800 000 dollars qui viennent d'être saisis à la Banque centrale. Et là, je félicite le CNRF, notamment son secrétaire exécutif, le premier avocat général, Kisula Adler, saisi de cette mafia que nous pouvons désormais appeler aujourd'hui Mutamba, Boji, Fouamba, Guet, en vue de pouvoir saigner les caisses de l'État. Il y a une société qui s'appelle Zion Construction, une société de la mafia bulgare installée au Royaume-Uni, qui a 8 associés, dont 6 associés sont déjà des missionnaires, et les 2 qui sont restés, qui n'avaient même pas l'argent pour payer les loyers, ils louent un petit local à Londres. Ils sont venus ici au mois de mars de l'année passée 2024. Ils ont ouvert une entreprise qui n'a même pas ici de bureau. Et cette entreprise, sans capacité financière, sans capacité technique, s'est arrogé le kilo d'avoir un gros marché de gré à gré accordé par le ministre Constant Mutamba. Notre question consiste à demander à monsieur le ministre Mineta Mutamba, pourquoi y a-t-il urgence à construire une maison d'arrêt à Kisangani qui n'a même pas été prévue dans le budget 2025. Nous avons été à Kisangani, aucun site n'est prévu pour la construction d'une prison. D'ailleurs, la population de Kisangani nous a dit que notre priorité, c'est d'améliorer la desserte en énergie électrique. Le contrôle parlementaire entamé le jeudi 8 mai se poursuit à la Chambre basse du Parlement. Le mercredi dernier, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, a répondu à la question orale avec débat sur l'interdiction du transbordement des marchandises aux frontières lors de l'importation. Suivez ces reportages. Le contrôle parlementaire, entamé le jeudi 8 mai, se poursuit sans anicroche à la Chambre basse du Parlement. Sous la direction du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vitel Kamere, une question orale avec débat a été examinée le mercredi 14 mai 2025. Il s'agit de la question orale avec débat du député national Katembo Kambere Tade, adressée au ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, sur l'interdiction du transbordement de marchandises aux frontières lors de l'importation. Depuis quelques mois, il s'observe une sorte d'incompréhension entre votre ministère et les opérateurs économiques
au sujet de certaines décisions relatives à des initiatives de réglementation du commerce au niveau de frontières, dont l'interdiction du transbordement de marchandises. En réponse à cette unique préoccupation du député national Tadi Katimbo, le ministre Julien Paluku révèle que la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo cristallise également une guerre économique visible à travers un transbordement non encadré et un fractionnement devenu la règle. Les pratiques du transbordement non encadré par la douane et surtout du fractionnement des marchandises dans les pays de transit constituent une autre forme de guerre économique qui tue à petit feu l'économie congolaise. Cela empêche aux générations futures de tirer un jour profit des politiques publiques initiées et mises en œuvre par le gouvernement aujourd'hui. Il s'en est suivi la traditionnelle série des questions des élus du peuple, parmi lesquelles la problématique de la gestion de la frontière de Kasumbalesa, occasionnant des difficultés économiques majeures dans le Haut-Katanga, la multiplicité de taxes parafiscales mettant en mal le droit de douane, la fraude et la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la promotion des industries locales, autant des difficultés évoquées par la représentation nationale. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle, l'Union de patriotes congolais, Force patriotique pour la libération du Congo, UPCF. PLC de Thomas Lubanga, mouvement lumumbiste progressiste MLP de Franck Diongo et l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple ADCP de Corneille Nangaa viennent d'être interdits de fonctionner sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, dans un télégramme consulté. C'est jeudi 15 mai 2025 et adressé au gouverneur de province et d'autres services étatiques. Comme les PPRD de Joseph Kabila Kabange, ces formations politiques sont accusées d'être en connivence avec le mouvement rebelle M23 AFC soutenu par le Rwanda, et d'autres par contre ont préféré créer leur mouvement rebelle avec comme objectif de prendre le pouvoir via la province de l'Ituri. C'est le cas de Thomas Lubanga, ancien condamné de la Cour pénale internationale qui a récemment officialisé son mouvement, la Convention pour la Révolution populaire. Alors que la Chambre haute du Parlement congolais s'apprête à examiner les réquisitoires de l'auditeur général des FARDC visant la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, le professeur Florimond Mouteba, président de l'ODEP, dénonce la procédure. Images et commentaires. La levée des immunités de Joseph Kabila par le Sénat, Florimond Mouteba dénonce une violation des procédures légales. Le professeur Florimond Mouteba met en garde contre les risques des divisions nationales et critique la gestion du dossier au Sénat. Alors que la Chambre haute du Parlement congolais s'apprête à examiner la levée des immunités parlementaires de l'ancien président Joseph Kabila, accusé d'implication dans des massacres dans l'est du pays, les critiques fusent sur la régularité de la procédure. Lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi 15 mai 2025 à Kinshasa, le président de l'Observatoire de la dépense publique aux dépenses sigles, le professeur Florimond Mouteba, a vivement dénoncé ce qu'il considère comme une violation flagrante de la loi. La mauvaise gouvernance a gagné aussi les violations des lois, de la Constitution, etc. L'arbitraire, n'est-ce pas? L'instrumentalisation de la justice, du Parlement, etc. Tout ça, c'est la mauvaise gouvernance. Cependant, la figure des pros de la société civile congolaise appelle à la cohésion nationale face aux tensions politiques. Au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Nous devons veiller à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller dialoguer avec un émir du Qatar que de dialoguer avec celui avec qui vous avez fait la remise et reprise. Il a également écarté l'hypothèse d'une transition politique ou d'un gouvernement d'union nationale, malgré les appels croissants en faveur d'un dialogue intercongolais. Pourquoi on doit aller toujours à l'étranger? À l'époque, c'était Massiré. Aujourd'hui, c'est au Bassandio. Mais pourquoi? Dans le Congo, il n'y a pas des gens suffisamment sages pour pouvoir être neutre et parler des problèmes du pays en toute neutralité. Vous comprenez? Donc il y a un sérieux problème là.
la cohésion est menacée. Et si la cohésion est menacée, le dialogue intercongolais ne se fera pas. Rappelons que cette affaire intervient dans un contexte déjà marqué par des crises sécuritaires dans l'est de la RDC et des tensions politiques récurrentes. La manière dont sera traitée la levée des immunités de Joseph Kabila pourrait avoir des répercussions majeures sur l'équilibre institutionnel et la stabilité du pays. Alors que les sénateurs doivent se prononcer dans quelques heures, la question reste entière. La procédure suivie respecte-t-elle réellement la loi ou s'agit-il d'une manœuvre politique à haut risque? Levée d'immunité parlementaire du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, des voix s'élèvent au sein de la classe politique congolaise. Pour certains, un congrès extraordinaire et envisageable avant de passer à cette étape combien cruciale. Pour d'autres, se cacher derrière les immunités en vue de commettre des crimes est un signe de faiblesse pour un pays qui se veut démocratique. Israël Toumba revient sur différentes réactions de la classe politique dans son commentaire. Regardez. Il n'a suffi que 24 heures avant la levée ou non des immunités du sénateur à vie et ancien président de la République Joseph Kabila pour enregistrer des vagues de réactions à ces sujets. Pour l'opposant Moïse Katumbi Tchapui, le président Tshisekedi devra mettre fin à cette aventure de demander par ricochet la levée d'immunité de l'ancien président Joseph Kabila qui risque d'embraser le pays vu la période. Le pays n'a pas besoin de nouvelles tensions. J'invite le président Tshisekedi à privilégier le dialogue inclusif, a dit Moïse Katumbi. Pour Francine Mouyumba, ancienne sénatrice et proche de Joseph Kabila, les immunités de Joseph Kabila lui sont accordées en vertu de son statut d'ancien chef de l'État, pas comme sénateur. Le Sénat n'a donc aucune base légale pour les évoquer. Cette initiative doit être rejetée de la recevabilité à elle de poursuivre. Un tel acte fragilise l'état de droit, aggrave les tensions politiques et alimente les divisions. La RDC a besoin de la paix dans une période comme celle-ci, pas la politique des deux vitesses. Une position similaire à celle d'un cadre de la société civile, Jean-Claude Katende, faire lever les immunités de Joseph Kabila sans passer par les congrès est une aventure juridique. Un bras de fer institutionnel aux allures explosives. Le Sénat tranchera-t-il cette question en ces jours? Pour l'air, les yeux et oreilles sont donc tournés vers la chambre haute du Parlement pour voir ce qu'il va nous apporter. Procès du policier Kabeya, la cour militaire de Kinshasa-Gombe a requis 20 ans de prison ferme à tous les policiers impliqués pour l'homicide volontaire. La cour a également condamné l'État congolais au paiement des dommages et intérêts à la famille du policier tué. Encore une fois, suivez Israël Toumba. Le verdict vient de tomber. La peine de 20 ans de servitude pénale a été requise à l'encontre de prévenus dans l'affaire de la mort du policier de circulation routière Fiston Kabeya Senda, mort alors qu'il interceptait le convoi de la première ministre Judith Soumino Tuluka. À l'audience de ce jeudi 15 mai 2025, devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, le ministère public a essayé de démontrer la culpabilité des prévenus dans sa réquisition. Il a alors demandé à la Cour de condamner les prévenus à des peines de 20 ans de servitude pénale pour l'homicide intentionnel, de 10 ans pour violation des consignes et 5 ans pour arrestation arbitraire. Le ministère public a encore demandé de retenir la peine la plus forte, à savoir 20 ans de servitude pénale. Concernant les actions civiles, l'épouse et les frères de l'officier Kabeya, partie civile, ont demandé à la Cour de condamner la République démocratique du Congo en tant que civilement responsable au paiement de 5 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Sept policiers commis à la garde de la première ministre Judith Soumino Tuluka et des autres en fuite sont poursuivis pour l'homicide prédateur intentionnel et violation des consignes. Il s'agit du commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia Olivier, du commissaire supérieur adjoint Banga Ngajole, du sous-commissaire Yalala Dimatundu Michel, du sous-commissaire adjoint Mangela Mbendandu, du sous-commissaire adjoint Libendele Kaindu, du brigadier en chef Sanga Mulangi et de l'APP Kabongo Teo. Un convoi de la première ministre Judith Soumino Tuluka aurait été intercepté par l'officier de roulage Kabeya Senda, les reprochant de rouler en sens inverse. Ces derniers auraient alors été battus à mort par les policiers commis à la garde de la chef du gouvernement. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, provoquant ainsi l'indignation du public.
Dans le reste de l'actualité, la délégation mixte droits de l'homme MONUSCO et PDDRCS ont eu une séance de travail le mercredi 14 mai 2025 au gouvernorat de la province de l'Ituri en toile de fond l'opérationnalisation de la justice transformationnelle pour la résolution pacifique des conflits dans cette province. Suivez ces reportages de la presse militaire. En suivant la ligne droite du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix dans l'est du pays, en Ituri, les gouverneurs Luboya et ses partenaires appuient sur l'accélérateur pour les retours rapides de la paix et la résolution pacifique des conflits à travers la justice transitionnelle. Le chef du bureau de la MONUSCO Ituri a circonscrit le cadre de cette mission mixte. La MONUSCO travaille avec le gouvernement dans le cadre de recherche de la paix. Vous connaissez bien toutes les démarches qu'on a fait ensemble avec les gouverneurs ici, avec les communautés, avec tout le monde, même avec les groupes armés, pour qu'on puisse rétablir la paix. De son côté, M. Eric Messimoine, représentant du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, souligne que la justice transitionnelle doit être appliquée comme levier pour résorber le cycle des violences en Ituri. Il faut tout à fait en face développer ensemble des voies et moyens, des mécanismes pour mettre fin au cycle d'impunité, pour renforcer les compétences du système judiciaire, d'agir sur les questions de réparation et plus que certainement de travailler à ce que la dynamique du désarmement, du relèvement communautaire et de la stabilisation prenne effet et produisent des résultats concrets. Au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni de demander à la population iturienne de saisir cette opportunité. C'est vraiment une opportunité. Ils sont venus nous parler de la justice transitionnelle et qui est un pilier du PDDRCS. Parce que là, nous allons parler du pardon, nous allons parler de la réconciliation. Aujourd'hui, nous voulons donner ce message à tous ces grands acteurs qui sont là, qu'ils aient encore le répercuter dans les communautés pour dire à ces chefs de groupes armés, à ces membres de groupes armés que voilà, aujourd'hui, nous tendons encore nos bras pour que vous nous rejoigniez. Avant que cette justice s'applique, mais que vous parliez. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous allons avoir la société civile, nous allons avoir les chefs coutumiers qui sont des grands responsables. Ils sont devant leurs responsabilités. Depuis l'instauration de l'état de siège, l'approche non militaire a beaucoup contribué au rétablissement de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix. Dans la matinée de ce jeudi 15 mai 2025, 3 soldats de la police militaire ont perdu la vie dans un drame survenu au camp Babylone. Nous sommes là, dans la commune de Kintambo. Un élément appartenant à la garde républicaine a ouvert le feu sur les 3 soldats aux environs de 3 heures du matin et sont morts sur les coups. Alertés, les forces de la police militaire ont rapidement réagi, déployant un important dispositif. Entre 3 heures et 8 heures du matin, des échanges de tirs ont été entendus dans les périmètres bouclés par les forces de l'ordre. L'opération s'est conclue par l'interpellation du militaire présumé auteur du crime qui s'était retranché. Ses motivations restent pour l'heure inconnues. Une enquête a été ouverte par les autorités militaires pour faire la lumière sur les circonstances de ces triples homicides au sein des forces armées. La situation s'est calmée pour l'heure. Comment mettre fin à la faible couverture en électricité dans les différentes entités de la partie nord de la province du Nord Kivu? La question a fait l'objet de discussions dans l'enceinte du gouvernorat de cette province, précisément à Béni, le mercredi 14 mai. Les travaux ont été présidés par le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Somo Kakule. Regardez. Problématique des dessertes en électricité dans la partie nord du Nord Kivu. Une journée d'échange axée sur cette question a été organisée au gouvernorat provisoire du Nord Kivu, basé en ville de Béni ce mercredi 14 mai 2025. L'objectif était de définir une politique collective concertée entre les acteurs intervenant dans le secteur de l'électricité dans cette partie de la RD Congo sous la houlette du gouvernement provincial du Nord Kivu en collaboration avec les services techniques attitrés. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somo, a déploré la faible couverture en électricité dans cette partie nord du Nord Kivu en dépit de la présence de plus d'un opérateur dans ce secteur.
Occasion pour lui d'inviter toutes les entreprises de desserte en électricité dans la région à privilégier l'intérêt général de la population plutôt que de se bousculer dans des visions privées. Pour le général-major Évariste Somo, il faut qu'on arrive à améliorer la desserte en électricité dans cette région en matérialisant ainsi la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, tient à l'amélioration des conditions de vie de la population à travers plusieurs programmes, dont celui du développement des infrastructures et aménagement du territoire. Ce programme cible particulièrement l'implantation des infrastructures énergétiques et de transport pour la transformation et l'évacuation des produits en vue de booster les activités tant minières, industrielles qu'agricoles. À noter que les opérateurs de desserte en électricité dans la partie nord du Nord Kivu sont entre autres SNEL, Virunga Énergie et Énergie du Nord Kivu ENK. Nous allons lire cet avis au public. Nous tenons à vous informer que les personnes mal intentionnées ont créé un faux compte sur les réseaux sociaux au nom de M. Edi Bitalo Moko Bonkai, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle. Nous appelons l'opinion publique à la vigilance car ces derniers ne possèdent aucun compte sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, X ou autre. Nous vous prions de signaler ces comptes et surtout de ne pas céder à ces arnaqueurs. Large diffusion fait à Kinshasa le 15 mai 2025. Lambo Simba Nana, responsable de la cellule de communication de la DGRK. Parlons sport à présent. Ce mercredi 14 mai, la Lina Foot D1 a offert des surprises et des confirmations à Kinshasa comme à Lubumbashi. Les résultats bouleversent la hiérarchie à l'approche des sprints finales. Grady Ponty. Encore le centre bien travaillé, Boutoto! Les playoffs de la Ligue 1 congolaise ont connu un nouveau tournant ce mercredi avec 5 rencontres disputées dans les villes de Kinshasa et Lubumbashi. Les résultats qui rebattent les cartes en tête comme en bas du classement. Au stade de Martyr, l'AF Ange Vert et le SM Sanga Balende se sont neutralisés de buts à 2 dans un duel de mal classés. Un partage de points qui n'arrange aucune de deux formations, toujours engluées dans les profondeurs du classement. Pour Vitomois. Dans la foulée, l'AS Vita Club s'est imposé avec autorité 3-0 face à une faible équipe, l'AS Simba, confirmant ainsi sa montée en puissance. Les Moscovites reviennent en hauteur de leader et relancent la course au titre. Au stade Tata Raphaël, le FC Saint-Éloi Lupopo a maîtrisé à ses Rangers de 2-0 grâce à une prestation solide. Les Chéminois confirment leur ambition de podium alors que les académiciens de Rangers plongent davantage dans la zone rouge. Autre reprise à Kinshasa, l'AS Maniema Union jusque-là a chuté 0-1 face au FC Les Aigles du Congo. Une victoire précieuse pour le club quinois qui relance ses chances tandis que Maniema cède provisoirement sa place de leader. À Lubumbashi, le CS Don Bosco a frappé fort. Les Salésiens ont étrié le FC Tanganyika 5-2 au stade Mazembe, enchaînant une 3e victoire consécutive. Don Bosco se positionne désormais comme un sérieux prétendant au titre. Au classement provisoire, le FC Les Aigles du Congo reprend sa première place en égalité de points, 15 donc, avec le cercle sportif Don Bosco et l'AS Maniema Union, tandis que l'AS Vita Club occupe provisoirement la 5e place avec 10 points en embuscade. En bas du tableau, la lutte pour le maintien s'intensifie, notamment pour Simba, Rangers et Ange Vert qui n'ont plus le droit à l'erreur. À seulement 5 journées de la fin, la tension monte. Chaque point pèse désormais lourd dans la balance. Vita Club et les Nzombo est une histoire d'amour.
En dehors de nos frontières, l'ancien président mauritanien Mohamed Abdelaziz a été condamné à 15 ans de prison pour corruption. La justice l'a reconnu coupable d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent, mettant en lumière un vaste système de détournement des fonds publics. Images et commentaires avec Edouard Chama. La cour d'appel de Nouakchott a eu la main très lourde contre l'ancien président mauritanien Mohamed Abdelaziz, condamné mercredi à une peine de prison de 15 ans ferme et à une amende de 3 millions de dollars américains. Il a aussi été déchu de tous ses droits civiques. L'ex-chef de l'État a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite. Il a accumulé une fortune de plus de 70 millions de dollars d'actifs pendant son règne à la tête de la Mauritanie selon l'accusation. Mohamed Abdelaziz avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il est en prison depuis janvier 2023. Au centre de ses ennuis, les conflits sur la gestion du parti au pouvoir avec son ancien allié et successeur Mohamed Ghazouani. La partie prévenue a dénoncé des violations dans la procédure. Elle a annoncé les dépôts d'un recours en cassation devant la Cour suprême alors que le parquet avait requis une peine de 20 ans de prison ferme contre Mohamed Abdelaziz qui est resté impassible au moment de l'annonce de la décision. Âgé de 68 ans, Abdelaziz est l'un des rares ex-chefs d'État condamnés pour enrichissement illicite dans l'exercice du pouvoir. Avec cette condamnation, un appel beaucoup plus sévère que celle prononcée en première instance, Aziz, détenu depuis le 24 janvier 2023, après avoir passé plusieurs mois en détention en 2021, poursuit sa descente aux enfers sous son successeur, Mohamed Ould Cheikh. Pendant que le monde s'apprêtait à vivre une rencontre ce jeudi en Turquie entre Poutine et Zelensky depuis l'invasion russe pour un dialogue direct, le Kremlin surprend et envoie en Turquie les vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense ainsi que 2 autres hautes personnalités pour les représenter. Encore une fois, retrouvez Edouard Chama. Le président russe Vladimir Poutine ne s'est plus rendu ce jeudi à Istanbul pour rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, a indiqué mercredi soir le Kremlin. La délégation russe est dirigée par Vladimir Medinsky, conseiller présidentiel de Vladimir Poutine, qui avait représenté Moscou lors de la première tentative du dialogue à Istanbul en mars 2022. La Russie est également représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Galuzin, le vice-ministre de la Défense, Alexandre Fomin, et Igor Kostikov, le chef de l'agence de renseignement militaire russe. Le week-end dernier, Vladimir Poutine avait proposé que la Russie et l'Ukraine s'assoient pour de discussions directes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait alors répondu qu'il se rendait lui-même à Istanbul pour rencontrer Vladimir Poutine pour la première fois depuis l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Dans son discours du soir, mercredi, publié avant que le Kremlin s'annonce, la composition de la délégation russe, Volodymyr Zelensky, a déclaré qu'il attendait la liste finale avant de décider de la ligne de conduite de l'Ukraine. Donald Trump avait déclaré ces derniers jours qu'il envisageait de se rendre à Istanbul pour assister à la réunion. La possible présence du président américain, l'argument le plus fort, selon Volodymyr Zelensky. Ben voilà, coordonné par Israël Toumba et réalisé par Héritier Moutombo et Chrétien Gaïmé. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir reçu chez vous. Au revoir et très bonne suite des programmes.